Un électricien refuse le paiement de clients âgés, ignorant que la communauté a collecté des fonds pour l'opération de son fils. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Jack Mercer tandis qu'il fixait la facture finale dans ses mains calleuses, le papier tremblant légèrement. Il n'arrivait pas à se résoudre à la remettre au couple âgé, assis en face de lui, à leur table de cuisine usée. Dehors, le vent d'automne éparpillait les feuilles dorées dans leur petite cour, reflétant les pensées dispersées de son esprit troublé. Madame Eleanor Wilson poussa une assiette de biscuits fait maison vers lui, le parfum de cannelle et de beurre emplissant la petite cuisine. « Tu dois avoir faim après tout ce travail, mon cher, » dit-elle, sa voix marquée par l'âge mais chaleureuse de gentillesse. Son mari Robert hocha la tête en signe d'approbation, les rides profondes autour de ses yeux se plissant tandis qu'il souriait. La gorge de Jack se serra. Le travail de refonte électrique avait pris 3 jours complets, du temps dont il avait désespérément besoin pour d'autres travaux rémunérés. Mais quand l'appel était arrivé concernant des câblages dangereux dans la maison des Wilson vieille de 60 ans, quelque chose dans la voix de la vieille dame l'avait poussé à en faire une priorité. « Comment va ton garçon ?» demanda Robert, ses mains noueuses serrées autour d'une tasse de thé. « Tommy, c'est ça? Eleanor et moi prions pour lui. » La mention inattendue de son fils envoya une décharge dans le système de Jack, plus puissante que n'importe quel courant qu'il avait jamais rencontré sur un chantier. Il n'avait pas mentionné l'état de Tommy Wilson. Si, il avait été si prudent de garder ses luttes personnelles privées, de maintenir la façade du pourvoyeur capable, l'homme qui pouvait tout réparer. Sauf qu'il ne pouvait pas réparer ce qui comptait le plus. Jack s'éclaircit la gorge, luttant contre la brûlure derrière ses yeux. Il tient le coup. La vérité était bien plus compliquée. L'état cardiaque congénital de Tommy avait empiré au cours de l'année écoulée. À 8 ans, son fils aurait dû jouer au baseball et faire du vélo. Au lieu de cela, il passait trop de jours trop épuisés pour quitter son lit, ses joues autrefois roses maintenant pâles, ses rires moins fréquents. L'opération dont il avait besoin, celle qui lui donnerait une enfance normale, portait une étiquette de prix qui se moquait du compte en banque de Jack, une montagne de dettes médicales qu'il ne pouvait pas gravir seul. Pas depuis que Claire était décédée 3 ans plus tôt du cancer qui avait ravagé leurs économies avant de lui prendre la vie. Eleanor tendit la main par-dessus la table, sa peau parcheminée fraîche contre la main rugueuse de Jack. « Tu sais, Robert et moi n'avons jamais eu d'enfant. Le Seigneur avait d'autres plans pour nous, je suppose. » Elle jeta un coup d'œil à son mari avec l'amour confortable de décennies partagées. « Mais on a toujours eu un faible pour les petits. » Jack hocha la tête poliment, pliant la facture et la glissant dans sa poche. Il ne pouvait pas le faire. Pas aujourd'hui, Pas aujourd'hui, Pas à eux. Leur revenu fixe était probablement déjà suffisamment serré, sans une dépense électrique inattendue. Pour le paiement, commença-t-il la voix cassée. Je me dis qu'on pourrait s'arranger. Peut-être des versements ou... Quelle idée! L'interrompit Robert, se redressant dans sa chaise avec dignité, malgré ses épaules voûtées. On peut être vieux, mais on paie nos dettes, jeune homme. Jack secoua la tête, prenant une décision que son comptable aurait qualifiée d'insensée. Et en fait, j'ai trouvé des pièces de rechange dans mon camion que j'ai pu utiliser. Ça a considérablement réduit le coût. Le mensonge lui semblait étrangement pur sur la langue, presque purificateur. Donc il n'y a pas d'urgence pour celui-ci. Eleanor, les yeux voilés par la cataracte mais vifs d'intelligence, l'observa. Vous êtes un homme bien, Jack Mercer. Exactement comme votre père. Jack se figea. Vous connaissiez mon père, Robert Ricana. Cette ville n'est pas aussi grande que vous le pensez, vous les jeunes. Richard Mercer a refait l'électricité de cette même maison en 79. Il avait refusé de nous faire payer trop cher à l'époque aussi. Un souvenir remonta, Jack enfant, tenant la boîte à outils de son père, le regardant travailler avec vénération. Son père, un homme de peu de mots mais d'innombrables actes de générosité discrète. Un héritage que Jack avait essayé d'honorer, même quand la vie rendait cela difficile. « Je ne savais pas », murmura Jack, quelque chose de chaud se déployant dans sa poitrine malgré le poids de ses soucis. Quand Jack quitta finalement la maison des Wilson, le ciel avait pris les teintes du crépuscule, les étoiles commençant à percer le bleu qui s'obscurcissait. Il resta assis dans son camion un long moment, le moteur au ralenti, fixant la modeste maison avec son câblage maintenant sécurisé. Le travail aurait rapporté près de 2000 $, de l'argent qui aurait dû aller directement dans le fonds pour la chirurgie de Tommy. De l'argent dont ils avaient désespérément besoin. Pourtant, il ne ressentait aucun regret, seulement une légèreté particulière. Son téléphone vibra avec un texto de Madame Abernathy, sa voisine âgée qui gardait Tommy après l'école. Il a passé une bonne journée, a tout mangé au dîner.
A demander quand tu rentrerais pour lire Harry Potter. Jack sourit, passant une vitesse. Certaines choses valaient plus que l'argent. La salle d'attente de l'hôpital avait la même odeur antiseptique qu'elle avait toujours. Un parfum qui était devenu aussi familier à Jack que l'odeur du fil de cuivre et du ruban isolant. Tommy était assis tranquillement à côté de lui, ses jambes maigres se balançant sous la chaise, un exemplaire écorné de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban ouvert sur ses genoux. Mais Jack voyait bien que son fils ne lisait pas vraiment. Ses yeux ne cessaient de se tourner vers la porte par où le docteur Patel finirait par apparaître. « Hé mon pote !» dit Jack en poussant Tommy doucement du coude. « Tu te souviens de ce qu'on s'est dit ?» Tommy hocha la tête, son petit visage grave sous sa tignasse de cheveux blonds qui avait besoin d'être coupé. « C'est juste un contrôle. Rien ne change aujourd'hui. » Jack déglutit péniblement. « C'est ça. » Le mensonge avait un goût amer cette fois-ci. Ils savaient tous les deux que le docteur Patel allait leur dire si l'état de Tommy s'était suffisamment stabilisé pour repousser encore l'opération, ou s'ils avaient atteint le point où attendre n'était plus possible. Dans tous les cas, la conversation reviendrait à l'argent qu'ils n'avaient pas. « Papa !» La voix de Tommy était toute petite. « Oui, champion, si j'ai besoin de l'opération. » Il marqua une pause, tripotant les bords usés de son livre. « Tu devras travailler encore plus ?» La question transperça le cœur de Jack comme un pistolet à clous. Tommy avait remarqué les boulots supplémentaires, les nuits tardives, l'épuisement gravé sur le visage de son père. Bien sûr qu'il l'avait remarqué. Tommy remarquait tout. « Ne t'inquiète pas pour ça », dit Jack en lissant un épi rebelle dans les cheveux de son fils. « Papa gère. » Un autre mensonge, mais nécessaire. Le fonds pour l'opération, caché dans une vieille boîte de café tout en haut du placard de cuisine, n'atteignait même pas la moitié de l'objectif, malgré 18 mois à économiser chaque centime, accepter tous les boulots, rogner sur toutes les dépenses possibles. « Monsieur Mercer, Tom ?» Le docteur Patel se tenait dans l'embrasure, le visage professionnellement neutre. « Tommy, venez, on y va. » La salle d'examen semblait plus petite que d'habitude. Les murs plus proches, l'air plus rare. Tommy était assis sur la table recouverte de papier, son t-shirt Batman remonté pendant que le docteur Patel appuyait le stéthoscope froid contre sa poitrine. Jack observait le visage de son fils, notant comment il fixait le plafond et comptait en silence, leur rituel pour les procédures médicales depuis qu'il était tout petit. L'expression du docteur Patel ne trahissait rien pendant qu'elle terminait son examen, prenant des notes dans le dossier de Tommy. Quand elle s'assit enfin sur son tabouret à roulettes, leur faisant face, Jack se prépara. « L'état de Tommy a progressé », dit-elle avec douceur. « Les médicaments ne gèrent plus l'arythmie aussi efficacement qu'on l'espérait. La communication interventriculaire cause une tension accrue. » Jack hocha la tête mécaniquement. Termes médicaux qu'il avait appris à comprendre au fil des années de rendez-vous. « Selon mon avis professionnel, » continua le docteur Patel, « nous ne devrions pas attendre plus de 3 mois pour l'opération correctrice. 3 mois, 90 jours pour trouver les $30 000 restants que leur assurance ne couvrirait pas. Impossible. Je comprends, parvint à dire Jack, sa voix plus ferme qu'il ne se sentait. La petite main de Tommy trouva la sienne, la serrant avec une force surprenante. Jack baissa les yeux pour voir son fils qu'il observait avec les yeux de Claire. Perçant, courageux et bien trop conscient pour un enfant de son âge. « Ça va aller, papa, » dit Tommy. Jack l'attira dans ses bras, cachant son visage dans les cheveux de son fils pour que Tommy ne voie pas les larmes qui menaçaient de couler. « Ouais, mon grand, ça va aller. » Sur le chemin du retour, Tommy babilla à propos d'un projet scientifique que sa classe faisait, à propos de savoir si Harry Potter pourrait battre Flash McQueen dans une course, à propos de choses ordinaires qui faisaient mal au cœur de Jack par leur normalité précieuse. Il voulait tant préserver cela, l'enfance de son fils, débarrassé des soucis d'adultes. « On peut s'arrêter chez Miller ?» demanda Tommy en passant devant le magasin de bricolage. « Je veux voir s'ils ont reçu ces autocollants étoiles. » Jack regarda sa montre. Il avait un autre boulot programmé dans 1 heure. Les Peterson avaient besoin qu'on répare l'ouvre-porte de leur garage, mais ils pouvaient accorder 15 minutes. « Bien sûr, mon grand. » Le magasin de bricolage Miller était une institution à Oak Ridge depuis aussi longtemps que quiconque s'en souvienne. La clochette au-dessus de la porte tinta quand ils entrèrent, et l'odeur familière de sueur et de métal les accueillit. Tommy se dirigea directement vers le petit rayon papeterie, tandis que Jack s'attardait près des fournitures électriques, calculant mentalement ce dont il aurait besoin pour les prochains boulots. Jack Mercer, exactement l'homme que je voulais voir. Harold Miller, aux cheveux argentés et portant son tablier rouge habituel, s'approcha avec un sourire qui plissait son visage buriné. Jack connaissait Harold depuis l'enfance.
Le propriétaire du magasin de bricolage lui avait donné son premier job d'été à ranger les étagères quand il avait 16 ans. « Salut, Harold. Je ne fais que prendre quelques trucs. » Les yeux d'Harold se plissèrent. « Et laisser Tommy regarder ses étoiles phosphorescentes, je parie. Ce gamin a tout le système solaire cartographié dans sa chambre. Pas vrai ?» Jack sourit malgré ses soucis. « Tu devrais voir ça. La NASA serait impressionnée. » Harold se pencha plus près, baissant la voix. « Écoute, j'ai un problème. La maison de ma fille à Millfield, l'électricité déconne complètement. Les lumières clignotent, les disjoncteurs sautent. Je lui ai dit que tu étais le meilleur électricien dans 3 comtés. J'apprécie Harold. Elle est prête à payer le prix fort pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Une vieille maison, tu sais ce que c'est. Ça pourrait être un gros chantier. » Le cœur de Jack s'accéléra. Un gros chantier signifiait gros argent. De l'argent qui pourrait aller directement dans le fond de Tommy. Je pourrais jeter un coup d'œil ce week-end. Harold lui tapota l'épaule. « Parfait. Je lui demanderai de t'appeler. » Il jeta un regard vers Tommy, qui sélectionnait soigneusement des paquets d'étoiles. « Comment va-t-il? Mary a mentionné que vous aviez un rendez-vous aujourd'hui. » Mary, la femme d'Harold, était bénévole à la boutique de cadeaux de l'hôpital. Les petites villes et leur réseau invisible d'information. « Il tient le coup », dit Jack, les mêmes mots qu'il avait donnés au Wilson. Sa réponse standard, qui ne révélait rien. Harold l'observa un moment plus longtemps que ce qui était confortable. « Tu sais, Jack, cette communauté pense beaucoup de bien de toi et de ce garçon. Ton père était pareil. Debout sur ses 2 pieds, n'a jamais demandé d'aide même quand il en avait besoin. J'apprécie ça, dit Jack encore, se sentant soudain exposé. Tommy accourut, serrant des paquets d'étoiles. Papa, ils ont les super brillantes. Et des constellations avec les lignes déjà tracées. Jack ébouriffa les cheveux de son fils. Prends 2 paquets, mon vieux. On reviendra en chercher d'autres après que j'ai fini le travail chez Peterson. Pendant que Jack payait les étoiles de Tommy et quelques fournitures électriques, Harold glissa quelque chose dans le sac. « Nouveau catalogue », expliqua-t-il. « Il y a des remises spéciales marquées pour mes entrepreneurs réguliers. » Ce ne fut que plus tard dans la soirée, après que Tommy se soit endormi sous sa voûte d'étoiles, que Jack trouva l'enveloppe glissée à l'intérieur du catalogue. À l'intérieur se trouvait un bon d'achat pour Miller's Hardware de 500 $. Pas de mots, juste la signature griffonnée d'Harold. Jack s'assit à la table de la cuisine, fixant le certificat jusqu'à ce que sa vision se brouille. La fierté luttait contre la nécessité, l'instinct de le rendre combattant avec la réalité des besoins de Tommy. Finalement, il le plaça soigneusement dans la boîte de café, l'ajoutant au fond pour l'opération. Pour Tommy, il pouvait accepter cette petite gentillesse. Il ne savait pas que ce n'était que le début. Les problèmes électriques des Wilson s'avérèrent plus étendus que ce que Jack avait initialement évalué. Au cours des semaines suivantes, il se retrouva à retourner répétitivement pour s'occuper de nouveaux problèmes qui émergeaient, des lumières qui clignotaient dans le couloir, une prise qui faisait des étincelles dans la chambre d'amis, l'ancienne sonnette qui avait mystérieusement cessé de fonctionner. Chaque fois, Eleanor insistait pour qu'il reste prendre un repas. Chaque fois, Robert avait une nouvelle histoire sur le père de Jack ou l'histoire de la ville. Et chaque fois, quand Jack trouvait des excuses concernant la facture, il le repoussait d'un geste avec des assurances qu'il n'y avait pas d'urgence. « Nous te faisons confiance, mon cher », disait Eleanor, lui pressant des restes dans les mains en partant. « Tu t'occupes de Tommy et on se débrouillera quand les choses seront moins agitées. » C'est lors de sa 5e visite chez les Wilson que Jack remarqua quelque chose d'étrange. Alors qu'il remplaçait un luminaire antique dans leur salle à manger, il entendit Eleanor au téléphone dans la cuisine. « Oui, il est là maintenant », disait-elle, sa voix étouffée mais encore audible. « Un homme si bien, comme son père. Non, non, je ne crois pas qu'il se doute de quelque chose. Bien sûr, nous y serons. On ne raterait ça pour rien au monde. » Quand il entra dans la cuisine quelques minutes plus tard, Eleanor raccrocha rapidement, une rougeur montant à ses joues parcheminées. « Je bavardais juste avec Marge de mon cercle de couture », expliqua-t-elle, un peu trop rapidement. « Du thé, mon cher ?» Jack accepta la tasse offerte, balayant sa curiosité. Si Eleanor préparait une fête d'anniversaire surprise pour Robert ou quelque autre événement communautaire, ça ne le regardait pas. Ce vendredi, après être allé chercher Tommy à l'école, Jack s'arrêta chez Garrett's Grocery pour les courses hebdomadaires. Sa liste était soigneusement établie pour respecter leur budget. Marques de distributeurs, articles en promotion, rien de superflu. Tommy traînait à côté du caddie, inhabituellement silencieux après une journée complète d'école qui épuisait toujours son énergie limitée. « Il nous faut des céréales », se rappela Jack, tournant dans l'allée des petits déjeuners. « Papa !» « Regarde !» exclamation marquée. Tommy s'anima soudain, pointant vers l'avant du magasin.
Jack suivit le geste de son fils pour voir une affiche collée au tableau d'affichage communautaire près des caisses. Même de loin, la photo scolaire de Tommy était clairement visible en haut du tract. Une vague froide traversa le corps de Jack. Abandonnant leur caddie à moitié rempli, il se précipita vers le tableau d'affichage, Tommy le suivant plus lentement derrière. « Collecte communautaire », proclamaient les lettres en gras. « Aider Tommy Mercer à avoir sa chirurgie cardiaque ». En dessous se trouvaient des informations sur l'état de Tommy, une photo d'eux au festival municipal de l'année dernière et les détails d'un événement prévu le week-end suivant au centre communautaire. Dîner spaghetti, vente aux enchères silencieuses, vente de pâtisserie, une collecte de fonds à grande échelle organisée à son insu. « Papa ?» Tommy lui tira la manche, les yeux écarquillés. « C'est moi? Ils font une fête pour mon cœur ?» Jack ne trouvait pas ses mots, sa poitrine se serrant sous un enchevêtrement d'émotions. Embarras, fierté, gratitude, humiliation. Qui avait fait ça? Qui avait exposé leur combat privé à toute la ville? Monsieur Mercer. La voix joyeuse de Linda Garrett, la femme du propriétaire du magasin, brisa son silence stupéfait. « J'espérais que tu verrais ça. La réponse a déjà été formidable. L'association des dames méthodistes prépare 20 sauces à spaghettis différentes. Et l'orchestre du lycée va jouer et... Je n'ai pas... » Jack peinait à former une phrase cohérente. « On n'a jamais demandé... » Le sourire de Linda s'adoucit. « Bien sûr que non, mon cher. C'est pour ça qu'on devait le faire pour toi. » Tommy étudiait l'affiche avec fascination. « Regarde, papa, il y aura du maquillage et un magicien. » Jack s'agenouilla près de son fils, retrouvant son calme dans l'excitation de Tommy. « On dirait que des gens veulent nous aider pour ton opération, mon grand. Alors je pourrais jouer au baseball au printemps prochain ?» demanda Tommy, l'espoir illuminant son visage pâle. « Peut-être, » dit Jack prudemment. « Il faudra voir. » Linda posa une main douce sur l'épaule de Jack. « On sait tous que tu ne demanderais jamais d'aide, Jack Mercer. Mais parfois, accepter de l'aide, c'est une force en soi. » Le reste des courses se passa comme dans un brouillard. À la caisse, le total de Jack était 20 $ de moins que prévu. « Remise spéciale du gérant », expliqua la jeune caissière avec un clin d'œil. « Pour nos clients préférés. » Quand ils rentrèrent chez eux, le téléphone de Jack était plein de messages et d'appels. Des amis, des clients, même son ancien entraîneur de baseball du lycée, tous demandant comment ils pouvaient aider pour la collecte de fonds. Le secret était maintenant complètement révélé, exposé comme un fil électrique dénudé. Ce soir-là, après que Tommy fut couché, Jack s'assit sur leur petit porche avec une tasse de café qui refroidissait, contemplant les étoiles, les vraies, pas les versions en plastique qui brillaient au plafond de la chambre de son fils. Son père disait toujours que le travail d'électricien consistait à connecter les choses, à créer des chemins pour que l'énergie circule là où elle était nécessaire. Jack avait toujours été fier d'être le connecteur, celui qui pourvoit, celui qui répare les problèmes. Jamais celui qui a besoin d'être réparé. Son téléphone vibra avec encore un autre message. « Harold Miller, passe au magasin demain. J'ai quelque chose à te montrer. » Jack soupira, tapant rapidement une réponse affirmative. Quoi qu'il se passe, c'était clairement allé trop loin pour s'arrêter. Il y ferait face directement, comme il avait affronté tous les défis depuis la mort de Claire, la tête haute et sa fierté intacte, même si elle était meurtrie. Le lendemain, après avoir déposé Tommy chez Madame Abernathy pour les dessins animés et les crêpes du samedi matin, Jack se dirigea vers la quincaillerie de Miller avec un nœud d'appréhension qui se resserrait dans l'estomac. Le magasin était inhabituellement bondé pour un samedi matin. Jack repéra plusieurs de ses clients, des membres de l'ancienne équipe de bowling de son père, des professeurs de l'école de Tommy. Ils lui sourirent tous avec une chaleur complice qui lui brûla la nuque d'embarras. Harold lui fit signe de s'approcher du comptoir, où se dressait un grand bocal rempli de billets et de pièces. Une photo de Tommy était collée sur le devant, avec les mots « Fonds pour le cœur de Tommy ». « 3000 $ depuis hier », annonça Harold avec fierté. Et ça, c'est juste les gens qui passent au magasin. Tous les commerces de la ville ont maintenant un de ces bocaux. Jack fixa l'argent, la preuve tangible de l'inquiétude de sa communauté, de son échec à subvenir seul aux besoins, des nécessités de son fils exposé au grand jour. « Je ne peux pas accepter ça », dit-il doucement, même si une voix intérieure lui rappelait la boîte de café à la maison, encore bien trop vide. « C'est marrant », dit Harold en s'appuyant sur le comptoir. « Je ne me rappelle pas t'avoir donné le choix. » Une voix familière intervint derrière lui. « Il est aussi têtu que l'était Richard, pas vrai ?» Jack se retourna pour découvrir Eleanor et Robert Wilson qui se tenaient là. Eleanor appuyée sur sa canne, le bras protecteur de Robert autour de sa taille. « Vous !» dit Jack comprenant soudain. « C'est vous qui avez organisé tout ça ?» Les yeux d'Eleanor pétillèrent. « Bon,
j'ai peut-être dit quelque chose à mon cercle de couture, qui a pu en parler au conseil paroissial, qui a possiblement glissé un mot au conseil de parents d'élèves. « Mais pourquoi ?» demanda Jack sincèrement déconcerté. « Je ne vous connais que depuis quelques semaines. » Robert s'éclaircit la gorge. « Nous, on te connaît depuis toujours, fiston. On t'a vu grandir. On a vu comment tu t'es occupé de ta mère après la mort de ton père. Comment tu as tenu le coup quand tu as perdu Claire. Comment tu t'es consacré à ton petit gars. Et puis, ajouta Eleanor, on ne t'a jamais payé pour tous ces travaux d'électricité. » Un rire échappa à Jack malgré lui. « Alors c'est votre façon de régler la facture ?»« Ça, dit Harold fermement, c'est notre façon d'être une communauté, comme cette ville l'était du vivant de ton père, comme elle devrait l'être. » Avant que Jack puisse répondre, la clochette du magasin tinta et Madame Abernathy entra précipitamment, l'air affolé. Tommy la suivait, le visage rayonnant d'excitation. « Désolé, Jack. » haleta Madame Abernathy. « Il tenait absolument à te montrer son dessin. Et puis il a vu les prospectus sur la collecte de fonds dans ma cuisine. » Tommy courut vers son père en agitant une feuille de papier. « Papa! Papa! Regarde ce que j'ai fait !» Jack s'agenouilla et prit le dessin des mains de son fils. Sur le papier se trouvait un rendu enfantin mais reconnaissable de leur maison, avec Jack en tenue d'électricien qui se tenait fièrement debout. Autour d'eux, il y avait des dizaines de bonshommes bâtons, toute une communauté de gens tenant ce qui ressemblait à des cœurs dans leurs mains, tous tournés vers Tommy. « C'est tout le monde qui aide à réparer mon cœur », expliqua Tommy en montrant différentes silhouettes. « Ça c'est Madame Wilson et Monsieur. Wilson et ça c'est Monsieur. Miller et Madame Abernathy et ma maîtresse et... » La vue de Jack se brouilla alors qu'il étudiait le dessin. À travers les yeux de son fils, cette collecte de fonds n'était pas une déclaration publique des défaillances de Jack en tant que pourvoyeur. C'était un magnifique élan d'amour collectif. « Tu l'aimes bien ?» demanda Tommy, soudain incertain face à l'émotion de son père. Jack attira son fils contre lui, sans se soucier de qui pouvait être témoin de ses larmes. « Je l'adore, mon bonhomme. Il est parfait. » Par-dessus la tête de Tommy, le regard de Jack croisa celui, bienveillant, d'Eleanor. Elle hocha la tête, comme pour dire qu'elle comprenait ce que ce moment d'abandon lui coûtait et ce qu'il lui apportait en retour. « Je pense, » dit Jack la voix éraillée, « qu'on a peut-être un dîner spaghetti à organiser. » Le centre communautaire n'avait jamais été aussi métamorphosé. Des banderoles et des ballons pendèrent du plafond dans les couleurs préférées de Tommy, bleu et argent. De longues tables recouvertes de nappes à carreaux s'étendaient d'un bout à l'autre de la salle, chargées de pâtes, de salades et de plus de desserts que Jack n'en avait jamais vu au même endroit. Les tables de vente aux enchères silencieuses le long du mur présentaient de tout, des courtes pointes faites maison aux sorties de pêche en passant par des services professionnels, tout donné par les membres de la communauté. Et les gens, tant de gens, la salle bourdonnait de conversations et de rires, la musique du groupe de jazz du lycée créant une ambiance festive. Tommy évoluait dans la foule comme une petite célébrité, serrant des mains et acceptant les câlins, les joues rougies d'excitation plutôt que de fièvre pour une fois. Jack se tenait près de l'entrée, bouleversé par l'affluence. L'événement avait été annoncé pour 5 heures, et à 5h15, le parking était plein. Maintenant, 1 heure plus tard, les gens arrivaient encore, carnets de chèques et plats cuisinés à la main. Sacré spectacle, n'est-ce pas? Robert Wilson apparut aux côtés de Jack, élégant dans un costume à l'ancienne. Je n'aurais jamais imaginé. Jack fit un geste d'impuissance vers la scène devant eux. C'est parce que tu as été trop occupé à regarder tes pieds, pour t'assurer qu'ils restent bien plantés au sol, dit Robert. Parfois il faut lever les yeux et voir les mains qui se tendent pour te soutenir. Avant que Jack puisse répondre, Harold Miller fit teinter une cuillère contre un verre, réclamant l'attention. La salle se tut progressivement, tous les regards se tournant vers la petite scène où Harold se tenait avec un micro. « Amis et voisins, » commença Harold, « merci à vous tous d'être venus ce soir soutenir l'un des nôtres. Beaucoup d'entre vous ont connu Richard Mercer, qui a maintenu l'électricité dans cette ville pendant plus de 40 ans. Richard avait une expression. En électricité, une bonne prise de terre, c'est ce qui protège tout le monde. Eh bien, cette communauté a toujours été la prise de terre de Jack et Tommy, qu'ils le sachent ou non. » Des murmures d'approbation parcoururent la foule. Jack sentit une petite main se glisser dans la sienne. Tommy était revenu à ses côtés, écoutant attentivement. « Ce soir, » continua Harold, « nous voulons montrer aux Mercer que le courant de générosité circule dans les deux sens. Jack s'occupe des besoins électriques de cette ville, souvent à tarif réduit pour ceux qui n'avaient pas les moyens de payer les réparations, tout comme son père avant lui. Maintenant, c'est à notre tour de nous assurer que son fils reçoive les soins
dont il a besoin. Eleanor Wilson s'avança aux côtés d'Harold, sa voix tremblante mais claire, tandis qu'elle prenait le microphone. Quand Robert et moi avons découvert que l'installation électrique de notre maison était dangereusement vétuste, Jack est devenu immédiatement. Il a passé des jours à sécuriser notre maison, puis il a essayé de refuser le paiement. Elle sourit dans la direction de Jack. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à chaque fois qu'il venait réparer quelque chose chez nous, nous passions 1 ou 2 coups de fil. Un petit oiseau nous avait parlé du fonds pour l'opération de Tommy, vous voyez. Jack sentit la chaleur lui monter au visage. Tommy serra sa main. « Et maintenant ?» dit Eleanor avec fierté. « J'ai le plaisir d'annoncer qu'entre les dons anticipés, les billets du dîner de ce soir, les enchères silencieuses jusqu'à présent et les bocaux de dons en ville, nous avons récolté. » Elle marqua une pause, acceptant une enveloppe de Robert. 34 522 $ pour l'opération du cœur de Tommy. La salle explosa en applaudissements et en acclamations. Jack resta figé, le chiffre résonnant dans ses oreilles. C'était plus qu'assez. Plus qu'il n'avait osé espérer, même dans ses calculs les plus optimistes. Tommy tira sur sa main, levant les yeux avec un regard écarquillé. « Ça veut dire que je peux me faire réparer, papa ?» Jack s'agenouilla, posant ses mains sur les épaules frêles de son fils. « Oui, mon bonhomme, ça veut dire que tu vas avoir ton opération. » Le visage de Tommy s'illumina d'un sourire. « Et après, je pourrai courir vite et jouer au baseball et ne plus être fatigué tout le temps? C'est le plan. » Tommy jeta ses bras autour du cou de Jack. « C'est parce que tu es le meilleur papa et le meilleur électricien et que tout le monde t'aime. » Jack serra son fils contre lui, les émotions menaçant de le submerger. Par-dessus l'épaule de Tommy, il vit Eleanor et Robert qui les regardaient, bras dessus, bras dessous, le visage rayonnant de joie. Au-delà, Harold leva son verre en salut. Madame Abernathy essuyait les larmes de ses joues. Partout où il regardait, Jack voyait les visages de gens qui avaient contribué à ce miracle. Des clients dont il avait refait l'installation électrique, des voisins qui avaient apporté des plats cuisinés après la mort de Claire, des enseignants qui avaient accordé une attention particulière à Tommy lors de ses mauvaises journées. Sa communauté, sa prise de terre. Harold s'approcha, lui tendant le microphone. « Jack, tu voudrais dire quelques mots, hein, chum ?» Jack hésita, puis lâcha Tommy et se redressa, acceptant le microphone d'une main tremblante. La salle se tut, tous les regards rivés sur lui. Commença-t-il, la voix étranglée. Il se racla la gorge et reprit. « Je ne suis pas doué pour les discours. Je me débrouille mieux avec les fils qu'avec les mots. » Un rire bienveillant parcourut l'assistance. « Quand ma femme Claire est décédée, » continua Jack plus assuré maintenant, « je me suis promis de m'occuper de Tommy tout seul. Je pensais que c'était ça, la force. Porter le fardeau seul, ne jamais laisser personne voir quand le poids devient trop lourd. » Il marqua une pause, avalant difficilement. « J'avais tort. » Tommy se blottit contre lui, rappel chaleureux et solide de tout ce qui comptait. « Mon père m'a appris qu'en électricité, tout est une question de connexion. De bonnes connexions maintiennent le système en marche, protègent les gens. » Le regard de Jack trouva les Wilson dans la foule. « Ce que j'avais oublié, c'est que les connexions humaines fonctionnent de la même façon. Elles nous font tenir quand notre propre énergie faiblit. » Il baissa les yeux vers Tommy, qui le regardait avec fierté. « Alors merci, à vous tous, pas seulement pour l'argent, même si c'est... » Il secoua la tête, encore incapable de réaliser la somme. « C'est incroyable. Mais merci de m'avoir rappelé ce que signifie la communauté, d'être notre mise à la terre. » Quand Jack rendit le microphone, la salle éclata à nouveau en applaudissements. Tommy fut rapidement entouré de camarades de classe, emporté vers le stand de maquillage. Jack se retrouva submergé de poignées de main et d'embrassades, recevant félicitations et vœux de ce qui semblait être toute la ville. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin et que les bénévoles commençaient à ranger, Jack se retrouva assis à une table vide avec Eleanor et Robert Wilson. Tommy s'était endormi sur une rangée de chaises à côté, le visage maquillé en tigre, épuisé mais heureux. « J'ai encore du mal à croire que vous ayez orchestré tout ça, » dit Jack en secouant la tête d'émerveillement. Eleanor lui tapota la main. « Nous avons juste passé quelques coups de fil. Cette ville a fait le reste. »« Mais pourquoi ? Vous me connaissiez à peine. » Robert échangea un regard avec sa femme. « On devrait lui dire, Ellie. » Eleanor acquiesça, puis se tourna vers Jack, les yeux embués. « Ton père a sauvé la vie de Robert, autrefois. Tu le savais quand même ?» Jack secoua la tête, surpris. C'était dans 1984. Robert était sur notre toit, en train de nettoyer les gouttières. Il a glissé et a attrapé la ligne électrique par accident. La voix d'Eleanor se fit plus douce avec le souvenir. Ton père passait en voiture. Il a vu ce qui se passait, il a su exactement quoi faire. Il a fait descendre Robert en sécurité,
lui a fait du bouche à bouche jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. « Papa n'en a jamais parlé », dit Jack abasourdi. Robert sourit. Il ne l'aurait pas fait. Richard n'était pas du genre à faire étalage de ses bonnes actions. Mais nous n'avons jamais oublié. Quand nous avons vu que son fils et son petit-fils avaient besoin d'aide, il haussa les épaules. Il nous a semblé que c'était le bon moment pour rendre cette dette. Alors vous voyez, conclut Eleanor, tout finit par se rejoindre, mon cher. La gentillesse de votre père, votre gentillesse envers nous avec les travaux électriques, et maintenant la gentillesse de la ville envers Tommy. Jack se cala dans son fauteuil, une nouvelle compréhension l'envahissant. L'héritage de son père n'était pas seulement l'entreprise d'électricité qu'il avait héritée ou les compétences qu'on lui avait enseignées. C'était ses connexions invisibles à travers toute la communauté. Des connexions qu'il avait maintenues sans réaliser leur profondeur et leur importance. « Merci », dit-il simplement, les mots étant inadéquats pour la gratitude qui remplissait son cœur. Eleanor sourit. « Vous pourrez nous remercier en amenant ce garçon pour les dîners du dimanche après son opération. Notre maison devient trop silencieuse. »« C'est d'accord », promet Jack. 3 mois plus tard, Jack se tenait dans le couloir de l'hôpital, le front pressé contre la vitre froide de la fenêtre de l'unité de soins intensifs pédiatriques. De l'autre côté, Tommy dormait, sa poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement sous la blouse d'hôpital blanche. L'opération avait été un succès complet. 6 heures de travail délicat pour réparer son cœur. Il va très bien s'en sortir, l'avait assuré le docteur Patel après l'opération. Les enfants de son âge récupèrent remarquablement vite. D'ici l'été, il courra sur les bases et grimpera aux arbres comme n'importe quel autre enfant de 9 ans. Cette pensée semblait encore miraculeuse à Jack. Après des années à regarder Tommy lutter pour avoir de l'énergie, des années à retenir son souffle chaque fois que le visage de son fils pâlissait d'épuisement, des années de limitation prudente et d'attente modifiée, la promesse de normalité semblait presque trop belle pour être vraie. « Comment va notre garçon ?» La voix douce d'Eleanor vint de derrière lui. Jack se retourna pour voir les Wilson s'approcher lentement. Eleanor s'appuyant lourdement sur sa canne, Robert portant un sac cadeau bleu. « Il dort maintenant, mais les médecins disent qu'il va très bien. » Jack s'avança pour aider Eleanor à s'installer sur une des chaises de la salle d'attente. « Vous n'aviez pas besoin de venir de si loin. »« Ballyverns » dit fermement Robert. « Nous ne serions nulle part ailleurs. » À travers la vitre, Jack pouvait voir la poitrine de Tommy se soulever et s'abaisser, le bip rythmé des moniteurs confirmant ce que les médecins lui avaient dit. Le cœur de son fils était maintenant correctement connecté, entier et fonctionnel, prêt à l'alimenter tout au long d'une enfance pleine et énergique. Les connexions, cela revenait toujours aux connexions. Jack pensa à la boîte de café qui avait contenu le fonds pour l'opération de Tommy. Maintenant vidé, son contenu transféré au service de facturation de l'hôpital. À sa place sur l'étagère haute de la cuisine, il avait posé un pot semblable à celui du magasin de Miller, mais celui-ci était vide, attendant d'être rempli pour quelqu'un d'autre dans le besoin. « Jack », dit Eleanor, interrompant ses pensées. « Robert et moi avons réfléchi. Cette chambre d'amis chez nous, celle avec la prise défectueuse que tu as réparée, nous aimerions te l'offrir à toi et Tommy pendant sa convalescence. Notre maison de plein pied signifie pas d'escaliers à monter, et je peux garder un œil sur lui quand tu dois travailler. » Jack commença à protester par habitude, mais s'arrêta, se rappelant la leçon des derniers mois. « Tommy adorera ça », dit-il à la place. « Et moi aussi !» Une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte des soins intensifs, faisant signe à Jack. « Monsieur Mercer ?» Tommy est réveillé et vous demande. Jack se précipita, les Wilson le suivant plus lentement. Les yeux de Tommy étaient lourds mais alertes, son sourire endormi tandis que Jack s'approchait du lit. « Salut, you're ready, papa » chuchota-t-il, la voix rauque à cause du tube respiratoire qu'on avait retiré plus tôt. « Salut, champion » Jack lissa doucement les cheveux de Tommy sur son front. « Comment tu te sens ?»« J'ai mal à la poitrine » admet Tommy. Mais l'infirmière a dit que c'était normal parce qu'ils ont réparé mon cœur. C'est exact. Ils l'ont remis à neuf. Le regard de Tommy se tourna vers les Wilson qui se tenaient au pied de son lit. « Bonjour monsieur et madame Wilson. Vous êtes venus voir mon nouveau cœur ?» Eleanor gloussa. « Bien sûr. Et nous t'avons apporté quelque chose. » Elle fit un signe de tête à Robert qui posa le sac cadeau sur le lit à portée de Tommy. Avec l'aide de Jack, Tommy sortit une petite veilleuse en forme d'étoile brillante. « C'est pour ta chambre chez nous », expliqua Eleanor. « Pour que tu aies une étoile qui te tienne compagnie pendant que tu guéris. » Le visage de Tommy s'illumina. « Je vais rester chez vous, maman, si ça te va, » dit Robert. « Ton père pourrait avoir besoin d'aide pour s'occuper de toi, et nous avons plein de place. » Tommy regarda Jack pour confirmation. Quand Jack acquiesça,
Tommy rayonna malgré sa fatigue évidente. « C'est génial! Monsieur Wilson a promis de m'apprendre les échecs. Tu te souviens, papa ?»« Je me souviens !» dit Jack, la gorge serrée par l'émotion. Tandis que Tommy se rendormait, les médicaments l'entraînant, Jack se retrouva debout entre les Wilson, leurs mains posées avec bienveillance sur ses épaules. Par la fenêtre de l'hôpital, il pouvait voir le soleil couchant peindre le ciel dans des nuances d'orange et de rose. La fin d'un jour, la promesse d'une nouvelle aube. À cet instant, Jack comprit avec une parfaite clarté ce que son père avait toujours su. Les connexions les plus importantes n'étaient pas faites de fils de cuivre et de courants électriques, mais de compassion, de générosité et d'amour, créant des chemins pour que l'énergie circule exactement là où elle était le plus nécessaire. Et parfois, le plus bel acte de connexion était simplement de se laisser connecter. Le nouveau cœur de Tommy battait régulièrement sous ses bandages, un rythme qui l'accompagnerait vers un avenir plein de promesses. Au-delà des murs de l'hôpital, toute une communauté s'était rassemblée pour rendre ce moment possible, prouvant que lorsque les cœurs humains se connectent dans un but commun, les miracles peuvent arriver, un courant électrique à la fois.